Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Club Média 7. La suspension des activités des associations estudiantines sur les campus universitaires du Bénin continue de faire couler quantité d'encre dans la presse écrite béninoise. Les forces Corée pour un Bénin émergent FCBE s'y opposent elles aussi et demandent au gouvernement de rapporter sa décision. Mais vogue la galère, le gouvernement reste à pied d'œuvre sur d'autres fronts, à savoir qu'il suspend toutes les opérations de lotissement sur le territoire national et transmet par ailleurs son premier projet de budget exercice 2017 à l'Assemblée nationale. Voilà l'essentiel des questions qui ont fait l'actualité cette semaine. Pour passer cette actualité au pays fin, nous recevons deux invités. À ma gauche, Donkla Mabalo, il est directeur de Soleil FM. Donkla, bonsoir. Bonsoir Mesme, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, et puis à ma droite, c'est Monsieur Zoumenou, Marcel Zoumenou, rédacteur en chef de la Nouvelle Tribune. Bonsoir Mesme. Oui, j'espère que tout va bien. Très bien. Ça va très bien. Bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec 7 jours au Bénin, dont voici la revue. La décision d'interdiction des activités des fédérations, unions et associations d'étudiants dans les 4 universités publiques du pays continue de susciter des réactions aussi bien chez les responsables des centrales syndicales, des juristes que des hommes politiques. À cet effet, Fraternité nous livre les impressions de Maître Ibrahim Salami. Citation. C'est une dérive gouvernementale attentatoire à l'état de droit. Fin de citation. Talon a violemment violé la Constitution, déclare Pascal Todinou pour le secrétaire général de la CGTB. À l'allure où vont les choses, le pouvoir risque de tracer une ligne rouge aux partenaires sociaux. Il invite par ailleurs le peuple béninois à se lever comme un seul homme pour manifester son indignation. Indignation chez les FCBE, selon la Nouvelle Tribune, qui qualifie la décision de rétrograde et invite le gouvernement à la rapporter. La même alliance appelle à une riposte collective, mentionne l'événement précis. Mais le matinal voit à travers cette sortie de l'alliance FCBE le retour des fantômes et placardent. Photo du coordonnateur FCBE à l'appui, les fantômes FCBE réapparaissent. Même réaction chez le potentiel qui estime que les FCBE sont mal placés pour donner des leçons de démocratie et précise que la coordination nationale se ridiculise. Pendant ce temps, Benoît Degla, député FCBE, se désolidarise de son groupe politique, nous apprend le Nokwe. L'ancien ministre de l'Intérieur de Boniyaï dit qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table et mettre fin au désordre qui règne souvent sur les campus. Le gouvernement, lui, a décidé d'expliquer davantage les raisons qui ont motivé la prise d'une telle décision. Ils étaient en effet 3 ministres, Djokbenou, Atanasso et Omeki, à se prêter aux questions des hommes des médias. Le gouvernement n'entend pas reculer, conclut le matinal qui titre « Les arguments de 3 ministres qui dissipent les inquiétudes ». Pour le quotidien du service public de la nation, le gouvernement a rassuré les populations à travers les explications. Même constat fait par le matin, le confrère de la matinée et l'événement précis qui indique que Djokbenou, Omeki et Atanasso ont révélé de graves raisons. L'UNEB, la FNEB et l'UNSEB se font la guerre entre elles de façon permanente. Fraternité balaie tout ceci du revers de la main. Cette sortie du gouvernement, selon le quotidien de Ménotin, n'aurait apporté aucune clarification. Le quotidien titre « Le gouvernement s'explique sans convaincre ». Mais ce qui peut convaincre les populations béninoises, en l'occurrence leurs représentants au Parlement, c'est la transmission du premier projet de loi de finances, gestion 2017 du gouvernement de la rupture. Ce budget s'équilibre en ressources et en charges à la somme de plus de 2010 milliards de francs CFA contre 1423 milliards en 2016. Le ministre d'État Kokpaki dit que c'est un ambitieux projet, mais Fraternité veut savoir si les prévisions sont réalistes. Une interrogation qui amène l'auteur de l'article à nous montrer qu'il y a une hausse de plus de 500 milliards de francs CFA, soit un taux d'accroissement de 41,24%. Le même constat est fait par le Progrès le matinal. Le meilleur, lui, nous précise que 120 exemplaires du projet de budget ont été déposés au Parlement. Un projet de loi de finances pour soulager les Béninois, écrit l'événement précis. L'autre importante décision prise qui va soulager, c'est l'arrêt de toutes les opérations de lotissement sur toute l'étendue du territoire national. Une décision pour le moins
courageuse qualifie Fraternité l'une des plus glorieuses de l'ère Talon pour arrêter la mafia foncière, poursuit le rédacteur de l'article. Le gouvernement entend enfin arrêter le désordre dans ce secteur, écrit La Nation. Bingo, Talon met fin à l'insécurité foncière, se réjouit le potentiel. Porto Novo, la cité des Ainovi, peut aussi manifester sa joie. Le gouvernement de Talon veut lui reconnaître ses attributs de ville capitale. Le transfert des administrations bientôt effectif, nous apprend le confrère de la matinée qui indique que le ministère de la Justice va rejoindre l'ancien bâtiment de la cellule de mémorisation de la vie publique à Porto Novo. Même information à lire à la une de la Nouvelle Tribune. Décongestionnement de Cotonou, le ministère de la Justice délocalisé à Porto Novo. À Tankpé, dans la commune d'Abomey-Calavi, un professeur de lycée chargé de cours de mathématiques pris en otage à la sortie d'église par son élève Ondine qui a échoué au bac malgré l'abus sexuel de l'enseignant. Il aurait promis à l'élève une bonne note en maths, mais rien n'y fit à la grande surprise de l'apprenante qui, pour se venger, aurait infligé une bonne correction à son copain professeur, nous apprend le Radar dans sa parution de lundi 10 octobre 2016. Mesdames et messieurs, bienvenue au club. Merci à vous, William Tchouki. À Balo d'Onclam, vous avez suivi la revue. Dans les colonnes de Fraternité, Maître Salami dit que la décision d'interdiction des activités des associations estudiantines est une dérive gouvernementale attentatoire à l'état de droit. En quoi est-ce que cela serait une dérive gouvernementale? Je voudrais d'abord vous remercier de m'accepter au club. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous et d'analyser l'actualité. En fait, Maître Salami, c'est un homme de droit. Et lorsque on analyse cette situation du point de vue du droit, c'est bien évident que cette décision viole notre constitution, notre loi fondamentale. Et je suppose que c'est dans cet ordre d'idées que Maître Salami a dû déclarer ce qu'il a déclaré là. Et moi, je suis pleinement d'accord avec lui, parce que sur les faits, il faut reconnaître que l'état des lieux que le gouvernement a fait par rapport à la situation sur le campus d'Abomey-Calavi est réel. C'est vrai que nous avons la possibilité de voir des échauffourées, c'est vrai que nous avons la possibilité de voir des comportements qu'on peut dénoncer au niveau des étudiants, mais cela ne suffit pas non plus pour empêcher les gens d'avoir la liberté de s'associer et de penser des choses. Voilà. Vous dites que c'est une violation de la Constitution, mais je crois que non. L'article 25 de la Constitution dit ceci: l'État reconnaît et garantit la liberté d'aller et de venir, la liberté d'association et de manifestation. À travers l'article 25, on comprend que ce même article qui protège, qui autorise la création des associations d'étudiants, ce même article autorise quand même oblige l'État à assurer les allées et venues en toute liberté. Vous voyez? Donc les étudiants sont sur le campus, ils doivent pouvoir circuler librement, alors que lorsque les associations sont tout le temps en mouvement, on les en empêche. Alors, ça, c'est votre interprétation de cette Constitution. La loi est ce qu'elle est, vous en faites l'interprétation que vous voulez. Mais ici, il faut reconnaître que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ce n'est pas parce que vous avez la liberté, n'est-ce pas, de vous associer, ce que la Constitution garantit, que l'État va vous empêcher de vous associer. Parce qu'ici, lorsqu'on voit la décision du gouvernement, on se rend compte que c'est vrai, on a parlé d'interdiction d'activité, mais lorsque vous êtes une association régulièrement constituée et que vous ne pouvez pas faire d'activité, ça veut dire que vous n'existez pas. L'essence même de l'existence de l'association, c'est les différentes activités qu'on peut faire. Alors, je crois qu'il y a eu un conflit à ce niveau-là, un conflit par rapport à la liberté de s'associer et un conflit aussi par rapport à l'ordre public. Le gouvernement avance des arguments d'ordre public pour justifier sa décision, mais en réalité, on ne peut pas refuser aux gens de s'associer. C'est ce que nous défendons. Donc, la lecture que vous avez faite de la Constitution n'est pas exactement celle que moi je fais. Je fais plutôt la lecture de Maître Salami et je suis complètement d'accord avec lui. Il faut laisser la liberté aux gens de s'associer et c'est ce que la Constitution de notre pays garantit. C'est votre point de vue? Absolument. Marcel Jonenon, votre point de vue sur la question? Mon point de vue n'est pas trop différent de celui de Donclam et de Maître Salami. Et je crois que pour celui qui a suivi un peu l'histoire politique du Bénin doit-on laisser les étudiants détruire les biens publics difficilement acquis au prix de prêt? Vous voyez?
Oui, le problème de vandalisme au campus, c'est un problème qui existe depuis toujours, mais ça ne peut pas être une raison qui explique la décision prise par le gouvernement. Et je disais tout à l'heure que la notion de liberté, notre pays a connu ces 30 dernières années une histoire qui aujourd'hui nous amène à être très regardants sur la question des libertés publiques. C'est pourquoi une telle décision doit être combattue de toute sa force. Et moi, je suis dans la même ligne que les FCB qui demandent au gouvernement de rapporter cette décision parce que c'est une décision attentatoire à la liberté d'association. C'est une décision qui est privative d'une liberté reconnue par la Constitution de notre pays. Alors, le FCBE demande au gouvernement de rapporter sa décision, mais on a vu le FCBE dans ce pays. Est-ce qu'on peut comparer? Oui, mais vous savez, nous avons parlé de rupture. Et moi, ça me dérange lorsque on veut justifier un acte du gouvernement précédent par un acte du gouvernement actuel. Je crois que quand on a parlé de rupture, on ne fait pas la même chose que ce qu'on a dénoncé par ailleurs. Les forces Kori pour un Bénin émergent sont un regroupement politique. Et donc on ne peut pas leur refuser dans l'exercice de leurs activités de dire ce qu'elles disent là. Je parle bien sûr des forces Kori pour un Bénin émergent. Moi je trouve que c'est tout à fait normal que les partis politiques puissent se prononcer. Et d'ailleurs à la sortie des forces Kori pour un Bénin émergent, il y a eu une réponse. La réponse de l'honorable Rachidi Badamassi qui ne reconnaissait pas à M. Ezen Azatassou le droit de dire ce qu'il a dit là. Mais moi je dis, lorsque nous avons opté pour un système démocratique, il faut donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Et c'est ce que les forces Kori pour un Bénin émergent ont eu à faire. Moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Je crois que M. Azatassou a défendu une position qui, curieusement, rejoint la nôtre. Il devrait être malheureux dans cette position. Pourquoi? Parce que par le passé, ce sont eux qui défendaient, qui empêchaient les étudiants de marcher. Non, attention. Par le passé, le gouvernement du Dr Thomas Bonoyahi n'a jamais interdit la libre association sur le campus universitaire d'Abou-Bekalavi. D'accord, mais les marches sont là. Non, les marches sont là, oui, mais on laisse... On attend même la veille avant de dire qu'on interdit les marches. Non, attention. Ça là, on a interdit les marches, mais on n'a pas interdit les activités. Parce que interdire les activités, c'est aller plus loin. C'est une décision provisoire. Non, attendez. Provisoire, d'accord. Mais vous avez vu le décret qui a été pris? Le ministre d'État, Pascal Koupaki, a dit ceci. Il dit, nous n'avons pas dissous. Nous voulons mettre de l'ordre. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas dissous, mais on a interdit les activités. C'est ça le problème. De toutes les façons, je crois que le gouvernement lui-même a pris la mesure des choses parce que depuis que la rupture est là, c'est la première fois que je vois des ministres sortir pour aller défendre une position du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au sein de l'équipe du gouvernement, il y a des discussions qui se poursuivent. Même au sein de l'équipe de la rupture, nous discutons avec des gens en aparté. Il y en a qui ne sont pas d'accord du tout sur la décision, mais leur position administrative, leur position politique aujourd'hui les amène à ne pas sortir pour parler. Mais ils ne sont pas d'accord parce que si on laisse faire sur le plan estudiantin au niveau des étudiants, demain au niveau des centrales syndicales, le gouvernement est capable de nous dire qu'il veut discuter avec une seule centrale syndicale. Comme Madame la ministre l'a dit par rapport aux étudiants, oui, nous voulons discuter avec une institution fêtière des étudiants. Je crois qu'il y a quand même une situation qu'il faut dénoncer et on doit être très prudent, sinon nous risquons de passer à gauche. Merci. Marcel Zoumenou, vous avez suivi la position des FCBE. Oui, tout à fait. Oui, les FCBE sont contre la décision, mais Benoît Degla, membre des FCBE, dit qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Est-ce à dire qu'il se désolidarise des FCBE? Bon, disons cela, mais il est libre d'avoir son opinion sur la question. Vous savez que Benoît Degla a été ministre de l'Intérieur et je peux dire qu'il s'y connaît un peu dans le domaine de la gestion des problèmes sécuritaires et peut-être c'est ça qui l'a inspiré à avoir ce point de vue qui n'est pas selon moi un point de vue qui respecte le droit parce que la décision du gouvernement, comme nous le disons depuis toujours, c'est une décision qui est une décision privative de la liberté et tout bon démocrate ne peut l'accepter. Et Benoît Degla a eu un point de vue qui rejoint celui du gouvernement et ça dit qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec les FCB. Sur une seule question, c'est trop tôt pour le dire. Peut-être on va l'attendre dans les jours à venir. Moi, je pense même que le gouvernement doit se méfier de cette position de Benoît Degla. Ça pourrait même être un piège pour le gouvernement parce que ce n'est pas... En quel sens? Oui, écoutez, induire le gouvernement en erreur pour que le gouvernement persiste dans l'erreur.
Parce que je ne comprends pas. Alors, il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Quand ça s'est passé pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, est-ce que le gouvernement auquel il appartenait avait interdit les associations? Non, est-ce que... Parce que nous sommes en milieu politique. Et en matière politique, en milieu politique, si vous le voulez, il faut faire attention. Oui, il y a des gens... Qu'est-ce que Benoît Degla gagnerait à induire le gouvernement en erreur? L'échec du gouvernement. Absolument. L'échec du gouvernement rimerait avec l'échec du pays. Non, attention. Mais nos politiques ne raisonnent pas comme ça. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est allé aux élections et cette personne a échoué, regardez un peu comment les gens fonctionnent. Ils ont intérêt à ce que le régime de la rupture échoue. Et pour ça, ils sont prêts à trouver toutes les stratagèmes possibles. C'est ça le problème. Donc moi, je crois qu'il faut même prendre avec beaucoup de pincettes ce que l'honorable Benoît Degla a dit. Deuxième sujet, Patrice Talon suspend les opérations de lotissement sur toute l'étendue du territoire national. Les travaux vont démarrer en 2017 et à terme, selon le compte rendu du conclave gouvernemental, le Bénin disposera de l'ensemble des outils d'identification, d'enregistrement et de description des terres. Est-ce pour sécuriser, est-ce une réponse contre l'insécurité foncière, cette décision? Absolument, je crois. En quoi? Je crois que ça là, il faut avoir l'honnêteté de constater que sur le plan, sur ce plan-là, la décentralisation a vraiment échoué. Parce que lorsque vous vous rendez compte de la façon dont les différentes mairies ou les différents maires gèrent la question foncière, lorsque vous vous rendez compte de ce qu'on fait des réserves administratives, vous vous posez 1001 questions. Donc le gouvernement, de mon point de vue, a voulu mettre de l'ordre, même si aujourd'hui certains analystes... En 2013, une loi a été votée. Oui, une loi a été votée. La loi n'a pas été... opérationnelle. Oui, mais elle est toujours là, de toutes les façons. Oui, elle est là. Mais le code est là aussi. En principe, il y a une trêve de 5 ans. Oui. Donc, on pourrait attendre 2018 avant de voir... Et pendant ce temps-là, les désastres, ou le désastre qu'on a sur le terrain, qui gère ça? C'est vrai, j'ai écouté beaucoup d'analystes qui disent que c'est mettre, entre parenthèses, les compétences des communes que de prendre pareille décision, parce qu'en réalité, ça relève des communes que de gérer les questions de cadastre et tout le reste. Mais le gouvernement a dû faire un constat et a pris ses dispositions. Moi, je prends avec un peu de pincettes, mais je suis quand même heureux qu'il y ait finalement une décision pareille, parce que ça va mettre de l'ordre dans la gestion du foncier chez nous. Les questions de cadastre relèveraient donc des mairies, dit-on, mais il n'y a pas que ça. Cette décision est comme un pavé jeté dans la mare des maires. Oui, parce que d'abord, je voudrais rappeler que la plupart des mecs qui ont été en prison l'ont été pour des affaires domaniales. Et donc, moi, je trouve que cette décision prise par le gouvernement, c'est beaucoup plus pour aider les mairies. C'est vrai que ça les fait du manque à gagner parce que quand vous allez aujourd'hui dans les mairies, et la plupart des maires tirent beaucoup de ressources des opérations de lotissement un peu partout. Et donc, le fait d'arrêter ces opérations fait un manque à gagner pour les maires. Mais je pense que c'est une décision salutaire pour le gouvernement parce que le plan cadastre, le cadastre permet d'avoir une organisation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus à long terme de notre territoire national. Moi, je suis surpris, vous allez peut-être dans des villages et vous voyez que c'est l'outil. Et au finish, je me pose la question, dans 10 ans, 20 ans, est-ce qu'on aura de terre à labourer? Donc le plan cadastral permet d'organiser tout cela, de savoir les zones à urbaniser dans 10 ans, dans 20 ans, les zones qui doivent être des zones culturables. Et donc, je trouve que c'est une très bonne décision, même si, par ailleurs, les cabinets de géomètres seront contraints au chômage. Beaucoup de cabinets de géomètres seront au chômage, mais je trouve que c'est une décision qui va régler le problème de choses là. Et ça permet aussi d'harmoniser. Si vous allez de commune en commune, d'une commune A à une commune B, vous allez constater que les formalités pour acheter un terrain, pour se faire recaser, varient de commune en commune. Ça, c'est un vrai désordre. Je trouve que cette décision... Même les ventes de parcelles ne devraient pas être l'affaire de particuliers. C'est l'État qui doit vendre les terres. Normalement. Mais comment se fait-il que chez nous, c'est les particuliers qui vendent les terres et qui a aucune norme? On peut acheter des parcelles à Calavi à 6 millions et d'autres parcelles à Glodibé à 100 000 francs. C'est des exemples que je donne. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec nous, avec le gouvernement aussi? Il y a quelques problèmes là, il faut doit faire. Je suis tout à fait d'accord. Oui, bon, d'accord là-dessus, je suis d'accord. Troisième sujet que nous allons évoquer. Le gouvernement vient d'envoyer son projet de budget exercice 2017 à l'Assemblée nationale, qui est de 2010 milliards. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, vous savez, ce sont des ambitions que le gouvernement a pour
le développement de notre pays. Ce que j'ai trouvé un peu paradoxal, c'est que lorsque le gouvernement est arrivé, il y a eu un collectif budgétaire dans le sens de la réduction du budget de M. Boniaï. Et donc, j'ai été un peu surpris lorsque je me suis rendu compte qu'on est allé à 2010 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer avec la morosité économique actuelle, avec les difficultés que nous avons par rapport au Nigeria, avec les recettes qui ont drastiquement diminué. Comment le gouvernement peut mobiliser cet argent. Mais en même temps, je me suis laissé convaincre par le vote de la loi sur le partenariat public-privé, parce que je me suis dit sûrement que le gouvernement a envie de donner une chance au privé. Et donc, dans cet investissement prévu pour 2017, j'ai la faiblesse de penser que le privé va énormément investir. Alors, si c'est ça la vision du président Patrice Talon, on attendra. Au bout de 2017, on fera le point et on verra si on aura effectivement mobilisé ces ressources-là et si on les aurait utilisées à bon escient. Alors, comment est-ce que le gouvernement qui a dû demander un collectif budgétaire pour 1543 milliards veut utiliser aujourd'hui 2010 milliards? Je ne sais pas. Est-ce un projet réaliste? Les réalités de 2016 ne sont pas celles de 2017. Peut-être qu'en 2017, les choses pourront être beaucoup plus favorables au gouvernement. Moi-même, je suis surpris par le montant de 2010 milliards comme budget de l'année, parce que nous sommes dans un contexte de crise, nous sommes dans une situation où le Nigeria, qui est le pays voisin, qui est dans une situation très critique, qui affecte sérieusement notre économie. Et les institutions de Bretton Woods, il y a 2 ou 3 jours, ont fait sortir une note qui annonce que nous aurons une croissance économique en chute de moins 0,4%, si je ne me trompe pas. Et donc, je suis surpris que, malgré tout cela, le gouvernement ait autant d'ambition. Mais comme on nous a parlé de partenariat public-privé, on attend de voir le contenu de ce partenariat. C'est vrai qu'il y a une loi qui a été votée pour permettre aux investisseurs privés de mettre beaucoup d'argent. Mais je veux attendre, parce que la crise économique ne frappe pas que les États, ça frappe aussi les opérateurs économiques actuellement dans le monde, même un peu partout. Et donc, j'attends de voir les opérateurs économiques qui vont nous permettre d'avoir autant d'argent, parce que j'ai appris que les recettes propres venant de la douane, des impôts, ne tournent qu'autour de 1000 milliards. Alors, si les opérateurs économiques doivent nous amener environ 1000 milliards, j'attends de voir qui sont ces opérateurs économiques et où eux-mêmes, qui ont de sérieux problèmes actuellement, pourront trouver autant d'argent. Oui, un mot de sécurité. Il y a encore eu braquage cette semaine à Porto Novo et à Glazoé. À quand le bout du tunnel? Je crois que le ministre de l'Intérieur est mieux placé pour vous répondre, ou le directeur général de la police nationale. En tout cas, moi, je ne peux pas vous dire exactement à quand le bout du tunnel. J'ai envie de voir nos autorités fonctionner. Vous avez vu, le gouvernement a pris un décret pour décharger le ministère de la Défense des gendarmes. Donc, les gendarmes sont désormais rattachés au ministère de l'Intérieur. Et vous les voyez dans la ville en train de fouiller les véhicules et tout le reste. Je ne sais pas si ça va être suffisant, parce que nous tous savons comment les fouilles se déroulent. Je ne veux critiquer personne par rapport à ça, mais j'observe qu'il n'y a pas beaucoup de rigueur sur cette question-là. Ça ne suffit pas pour dissuader les braqueurs. Il faut carrément une politique de sécurité. Il faudrait que le gouvernement puisse rassurer les populations, parce que c'est son rôle de rassurer les populations. Le bout du tunnel, Mesmin, je ne peux pas vous donner une date pour ça. J'ai même peur, parce que nous allons vers les fêtes de fin d'année. J'ai le sentiment que les choses vont aller de mal en pis. Oui, il y a de hauts gradés qui ont été récemment limogés. Or, on sait qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un soldat frustré et laissé en l'air. Non, je crois que le Bénin a un véritable problème de sécurité. Là, sur le plan de la gestion de la sécurité actuellement, depuis 6 mois, je ne vois rien qui puisse me donner d'espoir que les choses vont changer. Parce qu'en dehors des problèmes, vous venez de dire, des problèmes des gradés qui sont frustrés, il y a un problème de management de l'appareil sécuritaire du pays. De façon, quand vous voyez la manière dont les choses se passent aujourd'hui, il y a question à revoir. Mais je ne suis pas surpris, parce que on est parti d'un point. Quand vous regardez un peu le programme de société du candidat Patrice Talon, il n'y a pas grand-chose sur le plan sécurité qui avait été proposé. Et donc, je ne suis pas surpris que actuellement, pour voir, les gens puissent continuer à se chercher par rapport à ce plan. Je pense qu'il y a à revoir et à confier la sécurité à ceux qui savent vraiment s'occuper de cette question, parce que c'est une question vraiment sensible. Et si nous voulons réellement le développement, nous ne pouvons pas
avoir le développement dans un pays où à 8 h ou à 9 h du matin, une banque peut être braquée tranquillement. Aucun investisseur ne viendrait dans un tel pays. Oui, et les femmes de Dantopa d'Egarpi sont allées rencontrer le maire Léa Dissoglo. Qu'est-ce que le maire y peut? Le maire apparemment n'a pas été associé à cette opération-là. Et je crois qu'il faut quand même que les préfets et les maires puissent travailler vraiment en symbiose. C'est important. J'ai déjà entendu le préfet à 1000 reprises nous dire que la loi lui donne une autorisation de substitution au maire lorsque le maire ne fonctionne pas, mais ce n'est pas pour autant que le préfet doit mener des actions sans vraiment une concertation étroite avec le maire. J'ai entendu ces femmes qui se sont plaintes. J'ai même vu sur le mur Facebook du maire de Cotonou je dirais, il a parlé le français, mais on lit à travers les lignes, on sent qu'il n'est pas d'accord par rapport à cette opération. J'attends qu'il vienne le confirmer. Moi, je ne peux pas confirmer à sa place, mais je trouve que lorsqu'on fait ce genre d'opération, il faut en même temps penser aux conséquences. Parce que nous sommes à la veille de la rentrée, nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Il y a un aspect social de ce genre d'opération. Et j'ai le sentiment que le préfet a dû oublier ça. Je mets ça sous le coup de l'oubli. Peut-être qu'il va régler ça prochainement. Oui. Qu'est-ce que Léa dit il peut, encore qu'il n'est pas à l'abri de destitution? Pour pas grand-chose. Vous savez que Toboula, dès le début, avait marqué son territoire en prenant des airs très hautains, très chaudes là par rapport au maire. Et donc, c'est déjà pour lui dire que moi, je suis venu, je ne suis pas préfet pour t'écouter, je suis préfet pour te créer des problèmes, un peu, si je peux parler comme ça. Et donc, à partir de ce moment, toutes les actions qu'il pose depuis, c'est dans la logique du début. Vous savez que Toboula fonctionne comme un monsieur qui n'écoute personne, qui travaille selon un agenda qu'il est le seul à connaître. Mais moi, je me pose la question si sous Toboula, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de tirer les ficelles. Je me demande si, parce que malgré tout ce qui toutes les actions qu'il pose aujourd'hui, qui suscitent un tollé, bon, le préfet n'est pas préfet de lui-même, il est nommé par quelqu'un, il est quelqu'un qui est nommé, donc il n'y a aucune réaction d'un chef hiérarchique de lui, ni du président de la République, et je me pose la question de savoir si ce n'est que pas un bouc émissaire, envoyé juste par des gens qui sont cachés quelque part pour régler les comptes. Alors, nous allons passer à la rubrique suivante. Les informations véhiculées sur le web ont été résumées, condensées par Ricardo Pekon. Suivons les échos du web. On débute Carica Show par la caricature de l'enfant Claudio du quotidien Fraternité, intitulée « Étudiant béninois à l'heure de la rupture ». Mesdames, Messieurs, chers amis du Club Mediaset, bonsoir. Cette semaine, nous avons encore écumé les nouvelles du web pour vous. Au plan national, le journal La Nouvelle Tribune, sur son site internet, nous apprend que Patrice Talon retrouve le bon chemin. À propos de quoi donc? En effet, selon le journal, le président de la République a rencontré les députés de tous les bords politiques pour discuter de son projet de réviser la Constitution. Rencontre non médiatisée, mais dont la presse a eu écho. En milieu de semaine, Patrice Talon s'est aussi rendu sur le navire Mercy Ships. Et tenez-vous tranquille, ce côté humaniste du chef de l'État a fait jaser sur Facebook. Beaucoup d'internautes ont apprécié le déplacement de Patrice Talon. En témoigne entre autres ce commentaire de Honoré Rondonou qui dit, je cite, « Le travail abattu par ces volontaires de l'ONG Mercy Ships à chaque passage au Bénin est titanesque et ceci gratuitement. Que le chef de l'État se déplace sur le lieu de travail, ce n'est que justice. » Hors du Bénin, sur le web, on s'est aussi intéressé aux 21 lycéennes de Chibok qui ont été libérées par le groupe djihadiste Boko Haram. À en croire BBC et Le Monde Afrique Info, ces jeunes filles enlevées il y a plus de 2 ans auraient été échangées contre 4 prisonniers de Boko Haram dans la région de Banki, à la frontière avec le Cameroun. L'information est annoncée sur le site de la présidence du Nigeria. Et pendant ce temps,
La Voix de l'Amérique Afrique, VOA, nous apprend que les chefs d'état-major des pays du lac Tchad, Nigeria, Tchad, Niger, Cameroun et le Bénin préparent l'assaut final contre le groupe islamiste nigérien Boko Haram. Dans un autre registre à présent, aux États-Unis, la présidentielle alimente tous les débats. Le site du Monde nous renseigne que la candidature du républicain Donald Trump conduit des journaux à rompre avec leur tradition de neutralité. À jour J-26, le site d'information Le Monde confie que Donald Trump est rattrapé par son passé à la suite des propos sexistes qu'il a tenus. En face, la presse vote massivement pour Hillary Clinton. Elle alimente les prises de position de tout ce que le pays compte de titres de presse. De quoi influer sans doute sur la campagne présidentielle aux États-Unis. Et voilà, Mesme Adisso, c'est la fin de ce tour de l'actualité sur le web. À bientôt. Merci à vous, Ricardo Pecou. Donc là, Babalo, 21 filles de lycée libérées, ça ne suffit pas. Ne va-t-il pas falloir changer de stratégie? Ça ne suffit pas, certes, mais je crois que c'est quand même un effort qu'il va falloir saluer. Elles étaient 200 au départ. C'était 200, plus de 200. Plus de 200 d'ailleurs au départ. Oui. Entre-temps, il y en avait même parmi elles qui avaient fui. Qui sont d'accord. Oui, et chaque fois que le gouvernement essaye de dire que quelque chose est fait dans ce sens-là, oui, on a d'autres informations contraires. Mohamed Bouhari a fait des promesses dans ce sens. Oui, mais on ne voit pas. Il a déjà fait mieux que son prédécesseur, je pense. Il a déjà fait mieux que Goodluck Jonathan. Et les 21 filles ont été libérées, auraient été libérées, parce que là encore, au Nigeria, c'est très sensible. Après, on peut avoir d'autres informations, contre des prisonniers de Boko Haram. Voilà un peu la situation. Moi, je trouve que c'est quand même déjà bien et que ces filles-là puissent retrouver leurs différentes familles et elles donneront sûrement des nouvelles des autres filles et ça pourrait avancer ou faire avancer les enquêtes. Moi, je suis un peu satisfait quand même. Oui. Marcel Oumenou, le dialogue avec Boko Haram semble prospérer, mais l'assaut final se prépare. Va-t-il falloir lancer effectivement cet assaut? Oui, je crois l'assaut militaire. Je crois que c'est la meilleure solution face à toute organisation terroriste. C'est la meilleure solution. Et parce que c'est des gens qui ont un fonctionnement assez bizarre. Il est difficile de croire ce qu'ils vous disent. D'abord, il est difficile de discuter avec des gens qui sont dans le maquis, dont vous ne connaissez même pas le chef. C'est difficile de discuter avec une organisation terroriste. Et actuellement, Aboubacar Tchikao, dont la mort a été annoncée maintes fois, on ne sait pas s'il vit ou s'il est encore en... Puisqu'il continue de faire des déclarations. Voilà. Et donc, qui est le responsable avec qui il faut discuter? C'est pas facile de discuter. Et donc, je trouve que la solution, par rapport aux jeunes filles, bon, une bonne nouvelle, c'est mieux d'avoir des jeunes filles, même si psychologiquement, je ne suis plus sûr quelles seront les filles qu'elles étaient avant d'aller. Elles ont été peut-être des esclaves sexuels, c'est des filles psychologiquement malades qui sont revenues. Mais c'est toujours mieux de les avoir que de ne pas les avoir. Oui. Donc là, Donald Trump est rattrapé par son passé obscène. Vous savez récemment, il est accusé d'attouchement sexuel et puis il y a eu des vidéos qui viennent en renfort pour rappeler son passé obscène. Est-ce qu'on peut encore croire aux chances de ce candidat? Là, c'est comme si vous me demandiez de choisir le prochain président des États-Unis. Moi, je ne sais pas. Tous les candidats ont leur chance. De toutes les façons, Donald Trump a ses chances et Hillary Clinton également a les siennes. Donc, les deux iront aux élections et le peuple américain va choisir qui va être le prochain président. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je constate qu'aux États-Unis, les choses qui en Afrique n'auraient eu aucun sens animent le débat politique. Et je vois le rôle que les médias jouent, parce que j'ai le sentiment que c'est la presse qui est en train de faire les élections aux États-Unis. Et la presse place Hillary Clinton en pole position. Est-ce que les Américains vont aller dans ce sens? On attendra de voir, c'est dans quelques jours seulement. Question pour un champion. Si je ne gagne pas cette élection, je ne sais pas ce que je vais faire. De qui est cette citation? Dans quel contexte américain ou... Toujours dans le contexte américain, dans le contexte électoral. Entre les deux candidats. Entre les deux candidats. Bon, moi je penche pour Hillary. Oh, je crois que c'est Donald Trump. Ah là là, alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer au cas où il perdrait? Donald Trump? Oui. Il va tirer les conclusions. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il va tirer les conclusions, c'est tout.
il va tirer les conclusions. Déjà, il dit que s'il gagnait, il allait mettre Hillary en prison. Donc ça veut dire qu'il sait ce qu'il doit faire s'il gagne. Maintenant, s'il ne gagne pas, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il retourne à ses vieilles amours et à ses affaires. Donc. Et puis, une publicité de campagne des Républicains met en doute les capacités physiques de Mme Clinton. Est-ce à dire que Mme Clinton n'est pas forte physiquement pour être présidente? C'est vrai qu'elle a été malade, mais je trouve que, bon, je sais pas, je suis pas médecin et je connais pas son bilan de santé, mais je trouve qu'à la voix qu'elle peut faire 4 ans, hein, qu'elle peut exercer le pouvoir d'État aux États-Unis pendant 4 ans, c'est seulement un mandat de 4 ans. Voilà. Mais le parcours qui a été celui de Hillary Clinton plaît dans sa faveur. Je crois qu'elle a un parcours politique qu'il a éprouvé, ce qui n'est pas le cas de Donald Trump. Et puis quand on est président, on n'est pas seul à tout faire. On a une équipe, on a des conseillers, des gens sur lesquels on se repose pour mener son action. C'est l'essentiel pour moi. Bon, nous sommes tous malades. D'accord? Tous des malades qui s'ignorent. Voilà. Et puis, Patrick Djossou a encore visité pour nous les journaux et en tiré la substance caricaturale. Voici Carica Show. On débute Carica Show par la caricature de l'enfant Claudio du quotidien Fraternité, intitulée « Étudiant béninois à l'heure de la rupture ». Un premier personnage, à l'air hébété, main gauche en éventail sur l'oreille et la joue gauche, souffle à un autre personnage. La censure est trop sévère. Et l'autre personnage, tournant les talons et montrant son dos, jette comme un soufflet, une gifle. La sévérité est humaine. Et le spectacle, c'est 3 autres personnages, bien jeunes ceux-ci, pendus au porte-manteau formé par le titre en noir de deuil. Gloutou, prénom du jeune personnage héros de Tonapa du quotidien Le Matinal. Le père de Gloutou est tout étonné. « Gloutou, dicté de 72 mots et tu fais 72 fautes ?» Et le petit de répondre « J'ai écrit en mode texto WhatsApp. » Et le titre c'est « Rentrée des tics ». Des tics dans les cheveux et des chics aux pieds, certainement pour ce couple atypique peint par l'enfant Claudio, sous l'intitulé « Un immeuble en construction s'effondre à Akpakpa ». Carica Show réchauffe donc ce drame en train d'être refroidi. Et un dialogue chaud s'engage. L'homme, tu as vu pourquoi je n'ai jamais voulu louer de maison, que des dangers. La femme, tu vois plus loin que c'est normal. Et la caricature capture cet instant I avec ce duo qui fait un duel de frusques où l'homme à son arrière-train à peine recouvert par un dessous et la femme à son balcon a découvert sans un par-dessus ou tout autre soutien pour la poitrine. Juste rappel du 10 octobre, Journée mondiale de la santé mentale. Même santé et sans menthe, disons, à dimanche prochain pour une autre manche. Merci à vous, Patrick Djossou. Donc, à Mabalo, vous avez suivi la caricature, la revue caricaturale. Oui, bien sûr. J'ai suivi. Et ce que j'ai retenu, qui pour moi est en même temps didactique et ludique, c'est la dictée et les fautes. Aujourd'hui, c'est une problématique sérieuse, cette affaire de texto et de WhatsApp, les abréviations qui amènent les enfants à avoir des habitudes qu'on ne peut pas continuer à défendre. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel parce que je pense que quand on s'amuse, on dit aussi des choses sérieuses. Des enfants qui, en temps normal, ne savent pas écrire, ne doivent pas abréger. Oui, mais il y en a qui abrègent sans savoir écrire. Et ça, ce n'est pas que les enfants aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de société. Et c'est très très grave. Les grandes personnes. Même à l'école, ils font ça. Oui, donc il faut corriger la chose. Pour moi, c'est important. Merci, donc là. C'est moi. Ouais. Non, sur le même sujet, je trouve salutaire la décision prise par le ministre de faire revenir la dictée au primaire. Je trouve que c'est une décision salutaire. Nous, en notre temps, il y avait même la dictée éliminatoire au CEP. Je crois qu'il faut revenir à ces choses pour que les enfants puissent avoir de bons niveaux. Parce qu'actuellement, vous voyez des enfants qui nous viennent en stage, je parle de cas des journaux avec la maîtrise, mais qui sont incapables d'écrire un article de presse. C'est un problème sérieux pour notre pays. Merci donc Mabalo, merci Marcel Zoumeno. Nous aurons l'occasion, nous aurons plusieurs autres occasions pour analyser l'actualité de la semaine. À présent, nous allons suivre la rubrique Le médiateur de la presse. C'est après le jingle.
Pour le compte de cette rubrique, je reçois Maureen Liansounou. Maureen Liansounou, bonsoir. Bonsoir Mesmin et bonsoir aux chers amis téléspectateurs qui nous suivent. Oui, Maureen Liansounou est journaliste au quotidien La Nation, mais il est membre de l'ODEM. Il est justement ici pour le compte de l'ODEM. Ensemble, nous allons évoquer les fonctions incompatibles entre journalisme et communication. Nous allons dire un peu ce que le journaliste doit faire dans l'exercice de ses fonctions et bon, bien d'autres détails. Alors, première question, fonction incompatible. On a des attachés de presse qui sont aussi journalistes, chargés de communication, qui sont en même temps journalistes. Ils laissent pas la fonction. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, ce que cela nous inspire, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire ne pas faire l'amalgame entre l'information et la communication. Vous voyez, à supposer que vous soyez attaché de presse dans une structure donnée et que cette structure organise une activité et au niveau de votre organe de presse, on vous positionne pour la couverture médiatique au niveau de cette activité. Vous comprenez que automatiquement vous êtes obligé de faire de la communication et non dans ce cas, on peut demander à un autre collègue de faire le travail. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Ce n'est pas souvent le cas. C'est pour cette raison qu'au niveau de l'ODEM... Est-ce que, en tant qu'attaché de presse et en même temps journaliste, je peux encore utiliser ma carte de presse? En tant qu'attaché de presse, pour cette période, vous êtes tenu de déposer votre carte de presse. Donc, vous n'êtes plus tenu d'exercer cette profession-là. Lorsque je suis journaliste et que j'ai la chance d'être en même temps attaché de presse et que la RAC se permet de me donner la carte de presse, est-ce que moi je vais refuser? Non. Je ne peux pas refuser. Non, c'est une question de conscience. Au départ, j'ai dit qu'il faut savoir faire la part, il faut savoir faire un choix, opérer un choix. Et c'est dans ce cadre-là que l'ODEM, au niveau de l'ODEM, avec le soutien de, le soutien bien sûr de quelle fondation? De la fondation. Il y a eu ce guide qu'on a mis à la disposition des attachés de presse pour leur permettre de mieux exercer leur fonction d'attaché de presse. Voilà, on va évoquer un autre sujet. Dans certaines rédactions, les journalistes sont utilisés dans tous les sens. On dirait qu'il n'y a pas de ligne éditoriale, alors qu'au départ, une ligne est fixée. Lorsque le journaliste se retrouve face à des situations de genre où on l'utilise à gauche et à droite, parfois on lui confie des tâches qui ne sont pas dans la ligne éditoriale. Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, là, vous parlez de la clause de conscience. La clause de conscience, bien sûr. Vous parlez de la clause de conscience. Bon, il peut invoquer cette clause. Et il peut refuser d'écrire, de lire des commentaires, des éditoriaux qui sont contraires au code de la déontologie. Bon, si je dois revenir à votre question. Lorsque j'évoque la clause de conscience, oui. Est-ce que j'ai le droit de... Est-ce qu'on doit me payer des droits? Parce que la clause de conscience, ça vous amène à... C'est une démission. Mais vous devez prendre en principe des droits. Est-ce que ça s'observe chez nous au Bénin? Ça s'observe. Je sais que... Dans quelle rédaction? Par exemple, je ne sais pas s'il faut citer le nom de l'organe sur l'émission. Je sais qu'il n'y a même pas un an, il y a un journaliste qui a quitté un organe pour aller rejoindre une autre à Boycon. Et c'est après avoir invoqué cette clause qu'il a déposé sa démission. En principe, il a droit, en tout cas, il part dans les mêmes conditions, tout comme s'il avait été licencié. Donc, il a droit à certains avantages. Oui. Je veux parler des droits de licenciement. D'accord. Le respect de la déontologie est une notion très importante, mais au Bénin, il y a beaucoup de journalistes qui font fi de cette nécessité, allant jusqu'à braver l'ODEM. Est-ce que certains d'entre eux vont jusqu'à braver l'ODEM? Est-ce qu'ils ne reconnaissent pas l'ODEM? Est-ce qu'on pourrait être tenté de dire qu'ils ne reconnaissent pas l'ODEM? Bon, on peut toujours le dire, mais je pense qu'ils ne sont pas de bonne foi. Ils ne sont pas de bonne foi. Parce que non seulement ils bénéficient de la protection de l'ODEM, mais ils sont tenus de respecter toutes les décisions de l'instance d'autorégulation. Mais malheureusement, ce n'est souvent pas le cas. Mais il y en a... Profitons-en pour dire un peu le rôle de l'ODEM et quelles sont les obligations
auxquelles les professionnels des médias sont soumis vis-à-vis de l'ODEM? Bon, au niveau de l'ODEM, le rôle d'abord de l'ODEM. Le rôle de l'ODEM, c'est comme la dénomination l'indique, c'est une instance d'autorégulation pour amener les journalistes à exercer leur profession excusez-moi si je dois me répéter, de façon professionnelle. Et c'est dans ces conditions-là qu'ils ont droit à un certain nombre d'avantages. Je citerai par exemple, il y a des fois où l'ODEM organise des concours, où on procède à la distribution de prix à ces organes. L'ODEM leur confère beaucoup d'avantages, en ce sens que c'est une instance d'autorégulation. L'ODEM n'est pas une instance coercitive. Donc on pourrait en profiter. Malheureusement, c'est on a intérêt à suivre ce que dit l'ODEM. C'est ce que certains pensent, au point où, à des moments donnés, quand l'ODEM est saisi d'un certain nombre de plaintes, même pour les retrouver, pour qu'ils puissent apporter des réponses aux plaintes de ceux-là qui nous saisissent, c'est la croix et la bannière. Il y a des organes qui n'ont même pas de siège. On vous dit, nous sommes à tel endroit, vous êtes obligés de courir à gauche à leur recherche. Et finalement, mais malheureusement, ce qu'ils oublient, quand bien même nous recevons ces plaintes, et nous leur adressons ces plaintes pour leur donner la possibilité d'apporter des éléments de réponse par rapport à ce à quoi on les accuse, ils ne répondent pas. Mais l'ODEM est tenu d'examiner, d'instruire ces plaintes et de prendre les décisions qui s'imposent. Et finalement, ils se mettent à dire c'est parce que l'ODEM en veut à leur personne. Non, l'ODEM n'en veut pas à leur personne. L'ODEM n'est pas une instance qui est là pour sanctionner, pour réprimer leurs actes. Mais l'ODEM est là pour les aider à mieux exercer leur profession de façon professionnelle. Voilà. Merci à vous, Meroul Niansounou. Je rappelle que vous êtes membre de l'ODEM et journaliste au quotidien de la Nation. C'est sur cette rubrique, le médiateur de la presse, que prend fin cette émission du Club Média 7. Rendez-vous dimanche prochain à 18h. Mais entre-temps, suivez la rediffusion de cette émission demain à 23h30. Portez-vous bien.